Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de sujets propres aux personnes d'origine africaine. Alors, avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, c'est faut-il payer la dot en Afrique? On sait que la question du paiement de la dot en Afrique reste l'un des sujets les plus controversés au sein des sociétés africaines contemporaines. Héritée des pratiques ancestrales, la dot, qui est aussi appelée lobola dans certaines régions, était à l'origine un symbole d'union, de respect et d'alliance entre deux familles. Aujourd'hui, son essence est souvent pervertie par la cupidité, donnant lieu à des situations dramatiques pour les couples et particulièrement pour les femmes. À travers l'exemple de Safi et de son fiancé Yves, on va explorer la signification originelle de la dot, les dérives modernes, les deux cas de figure les plus courants et les conséquences humaines de la marchandisation du mariage. Donc, qu'est-ce que la dot en Afrique? Dans de nombreuses cultures africaines, la dot est un ensemble de biens matériels ou d'argent remis par la famille du futur marié à celle de la future épouse. Et parfois, c'est le contraire, hein. La famille de l'épouse à celui du marié. Mais généralement, c'est l'homme à la femme. Donc, ça marque le respect envers les parents de la femme et symbolise l'engagement du prétendant à subvenir aux besoins de sa future épouse. En retour, elle scelle l'accord entre les familles, confère une reconnaissance sociale à l'union et unit les lignées. Donc, l'homme, le futur mari, va donner des cadeaux généralement aux parents de la future femme, de la future épouse. Et ça montre que, un, il peut prendre soin de son épouse plus tard. Et deux, il y a une alliance entre les deux familles. Et il respecte l'éducation et les efforts que les parents ont mis à élever la fille. À l'origine, c'était ça. Est-ce que c'est toujours ça aujourd'hui? On verra. La dot, originellement, symbole d'alliance, d'honneur et de responsabilité. C'est ce qu'on va voir. Traditionnellement, la dot ne visait pas à acheter une femme. Il s'agissait d'un rituel sacré visant à établir un pont entre deux familles. La dot était parfois modique. Quelques bœufs, du vin de palme, des pagnes, et souvent adapté aux ressources du futur gendre. C'est-à-dire que s'il était pauvre, on lui demandait pas de décrocher la lune. S'il était riche, bon, il pouvait se permettre un peu plus, mais on prenait en compte la réalité financière du futur époux. Le but n'était pas l'enrichissement, mais la reconnaissance. On considérait que l'homme recevait un trésor. Le trésor, c'était pas la dot en elle-même. Le trésor, c'était la femme. Et il exprimait sa gratitude en offrant quelque chose à ceux qui l'avaient élevé. Maintenant, on va voir le côté perversion de la dot par la culpabilité. Dans le monde moderne, certaines familles exigent des véritables rançons. C'est le cas, par exemple, on va l'appeler Safi. Tout ça, vous savez, c'est basé sur des histoires vraies. Donc, mais les noms, je change, hein, je donne pas les vrais noms. Donc, prenons le cas de Safi. Safi est une jeune femme brillante et indépendante qui tombe amoureuse d'Yves, un ingénieur aux revenus modestes. Les négociations de la dot tournent vite au cauchemar. Parce que les parents de Safi ont compris ingénieur. Ils sont tellement ignorants qu'ils pensent qu'un ingénieur, si t'es ingénieur, t'es obligatoirement au niveau des Bill Gates. Donc, comme j'ai dit, les négociations de la dot tournent vite au cauchemar. La famille de Safi réclame une somme astronomique, l'équivalent de 2 années de salaire, ainsi qu'une liste d'objets de luxe allant du canapé en cuir aux bijoux en or pur. De l'or pur, hein. Donc, les parents de Safi, pour eux, il ne s'agit plus d'un symbole, mais d'une opportunité de gagner de l'argent. Safi se sent tiraillée entre l'homme qu'elle aime et sa famille qui semble vouloir la vendre. Yves, de son côté, s'épuise à multiplier les prêts à la banque et à vendre ses biens pour honorer la dot. Ce couple, qui devait débuter sa vie avec confiance, commence plutôt sur des bases fragiles et amères. Donc,
Faut-il encore payer la dot aujourd'hui? Eh bien, la réponse dépend du sens qu'on lui donne. Donc, on va voir deux cas de figure qui peuvent nous permettre de porter un jugement, hein. Donc, le premier cas de figure, c'est la dot comme symbole, un espoir pour l'amour. Certaines familles comprennent encore la nature sacrée de la dot. C'est le cas des parents de Safi. C'est dans une autre version de notre histoire, hein. Non, on ne va pas l'appeler Safi parce qu'autrement vous allez vous mélanger. On appelle Julie, ok. C'est le cas des parents de Julie. Eh bien, ici, ils acceptent une dot symbolique, un petit montant, quelques pagnes et quelques bouteilles de vin. Ils insistent pour que le couple garde ses ressources, son argent, pour construire une vie stable. Ils accompagnent leur fille sans la vendre et ne la mettent pas et ne mettent aucun bâton dans les roues du futur mari de Julie. On va l'appeler Kevin. Donc, le premier couple, c'est Safi et Yves. Le deuxième couple, c'est Julie et Kevin. Donc, dans ce climat de bienveillance, ils permettent à Julie et à Kevin de se marier dans la joie, sans stress financier. Leur union commence sous les meilleurs auspices, avec la bénédiction d'une famille qui valorise l'amour et le respect plus que l'argent. Une telle famille, eh bien, ça mérite la dot, car elle respecte l'esprit du mariage et l'esprit même de la dot, c'est-à-dire un symbole d'unité, pas un commerce, pas un business. Donc, on a vu, hein, le premier cas que je vous donne, c'est le cas de Julie et de Kevin. La famille de Julie et de Kevin comprennent la valeur de la dot, mais ils comprennent aussi l'intérêt de leurs enfants. Ils aiment leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Oui, il existe des parents africains, je dis bien ça existe. C'est pas une illusion, c'est pas une invention, ça existe, qui aiment leurs enfants, qui veulent que leurs enfants réussissent. Ils ne sont pas en train de les écraser et de leur marcher dessus pour atteindre la gloire, non. Pour atteindre la fortune ou la richesse, non. Donc les parents de Julie et de Kevin sont comme ça. Ils veulent que les enfants réussissent, donc quand les enfants sont sur le point de se marier et qu'il y a ces histoires de dot, ils ne demandent pas des sommes faramineuses, non. Ah, tu peux me donner juste un pan, une bouteille de vin et un petit truc comme ça, juste comme symbole. Maintenant, on va passer au deuxième cas de figure, la dot comme transaction économique, le début d'un esclavage conjugal. Malheureusement, toutes les familles ne partagent pas cette sagesse. Revenons à notre exemple initial, où la famille de Safi se montre cupide. Cupide, c'est-à-dire que ils veulent toujours plus que ce qu'ils ont, de l'argent. Vous leur donnez 20 $, c'est pas assez, ils veulent 40. Vous leur donnez 40 $, c'est pas assez, ils veulent 60, ainsi de suite. Donc ça, c'est la cupidité. Donc, Safi finit par céder à la pression familiale. Yves s'endette, il vend sa voiture et il contracte un crédit à la banque. Donc, il prend une dette à la banque. Le mariage a lieu, mais les fondations sont pourries. Mettez-vous un peu à la place de Yves. Il veut se marier, il a trouvé cette jeune femme qui est magnifique, qui est très intelligente, qui est blablabla. Elle a toutes les qualités qu'il faut pour une bonne épouse. Mais les parents, ils viennent saboter tout ça. Ils disent, si tu veux épouser ma fille, il faut que tu me donnes date. Il faut que tu me donnes encore ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et le gars, il a pas assez d'argent. Donc, il prend des dettes, il vend tous ses biens, sa voiture, son machin, etc. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe dans le cœur de l'homme quand il se retrouve dans une... Il y a de la rancœur. Il y a de la rancœur parce que ce n'est pas normal. Ils se sont usés et abusés. Et la rancœur, tu sais, c'est une énergie. Et ceux qui ont étudié la physique, les sciences physiques, vous savez que l'énergie, eh bien, ça ne se détruit pas. L'énergie, ça bouge ou ça se transforme. Mais ça ne se détruit pas. Donc, cette rancœur qu'il a, qui est en train d'infester son cœur, eh ben, ça va se manifester petit à petit dans le mariage. Vous allez voir. Donc, comme j'ai dit, le mariage a lieu, mais les fondations sont pourries. Dans les mois qui suivent, des tensions émergent. Yves, frustré d'avoir payé si cher, développe un sentiment de propriété. Il rappelle régulièrement à sa fille qu'il l'a achetée. Il devient exigeant, parfois méprisant. Lorsqu'elle exprime un désaccord, il répond « Tu m'as coûté trop cher pour que tu ouvres autant la bouche. » Donc, quand il devient méchant en fait avec son épouse. Quand il est sous pression au boulot ou ailleurs, il s'en prend à sa femme. Sa femme devient un peu son bouc émissaire, hein. Donc, il devient verbalement abusif, c'est-à-dire qu'il l'insulte, il la rabaisse, il l'humilie. Et il devient physiquement abusif, c'est-à-dire qu'il la frappe.
et il devient même dans l'intimité, dans le lit entre un homme et une femme, abusif. Il la traite comme un objet. Il est 2 heures du matin, elle veut dormir parce que, bon, c'est 2 heures du matin. Non, lui, il a envie de, vous savez quoi, et il la réveille. Et elle est obligée de se soumettre à lui. Quand elle se plaint, il se dit, non, je t'ai acheté, tu es à moi, je fais ce que je veux de toi. Pourquoi? Parce que il a la rancune d'avoir été usé et abusé par la famille de sa fille et il s'en prend à elle. Si il avait été comme dans le cas de Kevin et Julie, où il donne juste des petits trucs hein, qui lui coûtent, qui ne lui coûtent rien, eh bien, il n'aurait pas cette rancune dans son cœur. À l'idéal, à l'origine, la dot, c'était ça. C'était juste un petit symbole pour montrer sa reconnaissance. Mais le vrai, comment dire, le vrai gain que la famille allait avoir, c'est ils allaient avoir leur petite fille qui se marie et qui a une vie stable, une vie heureuse. Et elle-même, elle peut avoir des enfants qui vont grandir dans la stabilité et dans la joie. Or, quand vous commencez avec des fondations pourries comme ça, la stabilité et la joie, c'est aux toilettes. Hein. Donc, ce glissement vers l'abus devient un enfer pour sa fille. Elle se sent trahie par ceux qui étaient censés l'aimer, c'est-à-dire sa famille. Sa famille l'a vendue et son mari la traite comme une marchandise. L'amour disparaît, remplacé par un sentiment d'abandon et de servitude. Donc, voyons les conséquences désastreuses de ce deuxième cas de figure, le cas de Safi et Yves. On va voir 3 points. 1, la psychologie. 2, les finances. Et 3, la dignité. Donc, voyons, point numéro 1, la psychologie. Vous savez que moi, j'ai une chaîne sur la psychologie, Psychobrio. Allez visiter ma chaîne Psychobrio et aussi abonnez-vous parce que il faut connaître la psychologie. Parfois, les gens se comportent d'une manière, vous vous dites, mais pourquoi ils se comportent comme ça? Ou des fois, c'est vous-même. Vous avez des sentiments que vous ne comprenez pas. C'est la psychologie. Il faut comprendre et il faut connaître. Donc, abonnez-vous à Psychobrio, mon autre chaîne. Donc, pour une femme comme sa fille, il est profondément destructeur de sentir que sa famille l'a utilisé. Cela provoque un sentiment d'humiliation, une perte de confiance fondamentale et parfois même une dépression. Elle se sent abandonnée, vendue comme un objet. Ce type de trahison est difficilement réparable. Malheureusement, il y a beaucoup trop de parents africains qui n'aiment pas leurs enfants. Un parent qui se comporte comme ça envers sa fille, je vais vous dire un truc que personne ne va oser vous le dire, c'est un parent qui n'aime pas ses enfants. Moi, j'ai un enfant, jamais je vais traiter mon fils comme ça. Le traiter comme de la marchandise, l'envoyer au mariage et racketter l'argent. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas à la base. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu te comportes pas comme ça. Tu veux le bien de cette personne. Un peu comme l'histoire de Kevin et Julie. Vous savez ce qui se passe maintenant, Kevin et Julie, parce qu'ils ont pratiquement rien dépensé pour la dot, presque rien, juste des petits trucs symboliques. Eux, ils peuvent établir leurs finances solidement. Vous arrivez 5 ans plus tard, Kevin n'a pas de dette. Donc, il peut s'acheter une maison. Il peut acheter une belle maison pour lui, sa femme et ses futurs enfants. Et il peut même économiser pour envoyer ses enfants dans des bonnes écoles et ils peuvent aller en vacances. Ils peuvent avoir une vie normale. N'est-ce pas ce que les parents veulent pour leurs enfants? Alors que quelqu'un comme Safi et Yves, il y a toujours la pression. Maintenant, Yves doit repayer toutes les dettes qu'il a empruntées à la banque. Donc, il doit faire des heures supplémentaires. Donc, des heures supplémentaires, il est fatigué. Il aurait pu faire autre chose de son temps, de ses soirées, tu sais, faire des hobbies ou d'autres choses. Il rentre à la maison, il est fatigué parce que le boulot, c'est difficile, c'est beaucoup de pression. En plus, il est ingénieur, donc il n'a pas le droit d'échouer. Et sa colère, il la remet sur sa femme. Il la jette sur sa femme. Et la femme, elle est martyrisée, traumatisée. Tout ça, c'est la faute de qui? Des parents de la femme qui n'aimaient pas assez leurs enfants, qui n'aimaient pas assez sa fille pour la mettre dans une situation comme ça. Ça peut choquer si je dis que des parents africains n'aiment pas leurs enfants, mais vous savez bien que c'est vrai. Regardez dans les cultures où, par exemple, ils font l'excision. Qui fait l'excision? C'est la mère, la grand-mère, les tantes, etc. Ce sont des femmes qui, dans 99% des cas, ont été excisées elles-mêmes. Donc, elles savent la douleur et la peine que cela entraîne, la douleur physique, psychologique, émotionnelle, le sentiment d'être trahi par des femmes qui sont censées vous protéger. Mais qu'est-ce qu'elles font?
elles ont tellement de haine dans leur cœur qu'elles font subir à la petite fille la même chose, les mêmes horreurs qu'elles-mêmes ont subies. Est-ce que vous pouvez me dire qu'une mère qui se comporte comme ça, une grand-mère qui se comporte comme ça, c'est une mère ou une grand-mère qui aime sa fille ou sa petite fille? Non. Vous savez, il y a la logique, hein. L'amour, c'est quelque chose, c'est pas subtil, c'est pas nuancé. C'est je t'aime ou je ne t'aime pas. Et les actions sont là pour le prouver. Donc, dans le cas des parents qui abusent, attention, moi je dis pas qu'il faut pas payer la dot. Je dis, quand c'est raisonnable, c'est ok. Mais de plus en plus, ce n'est pas raisonnable. Les parents qui abusent, ils n'aiment pas leurs enfants. Après, tu as des parents qui disent, oui, mais je fais ça parce que, bon, moi, il faut que je paye mon loyer, il faut que je fasse ci, il faut que... Mais ça, c'est ta vie. Si tu te retrouves avec des problèmes financiers, c'est ton problème, c'est ta vie, c'est toi qui as pris les mauvaises décisions pour te retrouver là où tu es. Donc c'est à toi de t'en sortir à toi-même. Tu n'avais pas besoin de personne pour prendre ces décisions, bah, tu dois avoir besoin de personne pour t'en sortir. Faut pas que tu jettes ta MERDE sur tout le monde. Ça se fait pas. C'est pas à la fille qui commence sa vie d'adulte de payer pour toi. Non. Ah oui, mais je t'ai mis au monde, écoute. Quand tu lui as mis au monde, tu as eu tes 15 minutes de plaisir et 9 mois plus tard, elle est née. Ça, c'est le prix à payer. Quand tu vas dans un magasin et tu achètes du pain, tu sors pas du magasin sans avoir payé. Rien n'est gratuit sur Terre. Tout a un prix. Ces 15 minutes de plaisir que tu as eu, 1 heure ou 4 heures, ça dépend à quel point tu avais faim, faim de vous savez quoi, ah bah, ça vient avec un prix. Et ce prix, c'est la vie d'un nouveau-né. Voilà comment ça se passe. Donc, ici, je parlais des conséquences psychologiques, le point numéro 1. Sa fille se sent trahie par sa famille. Elle savait déjà que sa famille, c'était comme ci, comme ça. Des fois, il y a des signes, mais vous pensez pas que ça irait aussi mal. Maintenant, elle en vit les conséquences avec son mari. Ce n'est pas plaisant quand il te réveille à 2 heures du matin et qu'il veut danser sous les draps, disons. Ce n'est pas plaisant. Tu veux dormir parce que toi aussi, tu as eu une vie t'as eu une journée qui était difficile, à courir à droite, à gauche, nettoyer la maison, travailler, s'occuper des enfants, machin, nanana. Ton corps est fatigué, il veut se reposer. Et lui, il te voit pas comme un être humain, il te voit comme un objet. Et ce n'est pas plaisant d'être déshumanisé. Et ça, c'est la faute de qui? De ses parents méchants. Maintenant, le point numéro 2, c'est les finances. On va voir comment ça touche les finances. J'en ai un peu parlé. Donc, lorsque la dot est trop élevée, le couple commence sa vie avec des dettes. Cela retarde l'achat d'un logement, la naissance d'un enfant ou la réalisation de projets. Et Yves, surendetté, devient irritable. Il travaille sans repos, il n'a plus de temps pour sa fille. La vie commune devient une suite de frustrations. Donc, tous ses rêves partent en cacahuète. Parce que maintenant, il est enchaîné à payer pour les délires, pour les caprices de ses beaux-parents. Il doit, comme j'ai dit, faire des heures supplémentaires, passer moins de temps avec sa famille. Les fantaisies qu'il avait, les désirs qu'il avait, les rêves qu'il avait de vivre avec sa femme, il n'a plus le temps, il n'a plus l'énergie. Et ça, c'est la faute de qui? De parents malicieux, de parents égoïstes de la fille. Ça, c'est le point numéro 2, les finances. Donc, le point numéro 1, c'était la psychologie. Le numéro 2, les finances. Maintenant, le numéro 3, c'est les symboles. Parce que vous êtes tous là, les Africains, en train de dire, oui, mais la dette, c'est symbole de ci, c'est symbole de ça, symbole de... Un symbole, c'est quelque chose qui n'existe pas. Sa réalité, ce n'est que dans ta tête. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. C'est dans la tête, un symbole. Donc, quel est le symbole? Quelle est la conséquence de cet acte que vous dites que c'est un symbole, que c'est si important, etc. Eh bien, c'est la perte de la dignité de la femme. Une dot excessive transforme l'amour en transaction. Et dans bien des cas, l'homme se sent autorisé à contrôler la femme. Il ne la respecte plus comme une partenaire, mais comme une acquisition. C'est comme un objet. C'est comme si vous aviez une table, un verre, je sais pas moi, une trousse. C'est un objet. Certains vont jusqu'à l'abuser verbalement, physiquement ou même dans leur intimité conjugale sous prétexte qu'ils ont payé. J'en ai parlé, hein. Donc, c'est la perte de la dignité de la femme. Normalement, un homme qui aime sa femme, il la respecte. Il respecte psychologiquement. Il ne la met pas dans des situations stressantes.
Vous savez qu'une femme, c'est beaucoup plus fragile qu'un homme, physiquement. Regardez, par exemple, comment on appelle ça? Les déménageurs. Quand vous déménagez ou quand vous marchez dans la rue, vous regardez des déménageurs, regardez qui porte les divans et comment on appelle ça, là, les garde-robes, etc. Est-ce que vous voyez des femmes en train de faire ça? Si ça existe, c'est tellement rare que c'est genre 1 sur 1 million. Généralement, ce sont des hommes qui font ce genre de boulot. Parce que les femmes sont beaucoup plus fragiles. Je dis pas que les femmes ne peuvent pas transporter ces choses-là. Quand elles sont à 2, 3, 4, elles peuvent. Mais c'est pas dans leur nature. Une femme doit être traitée comme une fleur fragile. Doit être traitée avec douceur, avec amour et tous ces trucs-là. Mais quand les parents sont en train d'empoisonner le mariage dès le début, la frustration monte. Et l'homme, c'est un homme, hein, c'est un être humain. Il vient un moment, vous savez, je parle souvent de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en parle dans mon truc psychobrio, quand je parle des femmes narcissiques, des mères narcissiques et de leurs filles. L'homme aussi, il arrive à un point où il se retrouve avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il craque et toute sa gentillesse, eh ben, ça part en fumée. Il se transforme en une sorte de monstre. Et ça a des conséquences négatives dans la vie de sa femme. Donc, comme j'ai dit, dans le cas de Safi et de Yves, l'intimité était devenue un territoire de domination. Yves exige des rapports sexuels sans tenir compte du consentement de Safi, convaincu qu'elle lui est due, que c'est un dû. C'est un dû. Tu me dois, peu importe ta situation, peu importe que tu es fatigué, peu importe, dans certains cas, peu importe même qu'elle est dans ces périodes. Elle se sent, vous savez, violée. Elle se sent non désirée, privée de son autonomie corporelle. Ce genre de violence est tabou, mais pourtant, c'est courant dans les unions où la dot est perçue comme un acte d'achat. À partir du moment où l'homme paye plus que ce qu'il est en mesure de payer raisonnablement, c'est un acte d'achat. C'est une coercion, c'est forcé, ce n'est plus naturel et l'amour part en cacahuète. Donc, vous vous demandez, faut-il encore payer la dot? Oui et non. Ça dépend. Si la dot reste un symbole de respect et non un business, une transaction commerciale, oui, je répète, si la dot reste un symbole de respect et non pas une transaction commerciale, ça peut en valoir le coup. Une famille qui voit la dot comme un échange de reconnaissance, de tradition, mérite de la recevoir. Elle aide à poser les fondations d'un couple heureux, mais une famille qui voit la dot comme une source d'enrichissement rapide trahit non seulement sa fille, mais aussi l'essence même du mariage. Donc, pour conclure, on va voir que la dot en Afrique ne doit pas être abolie, mais purifiée de ses dérives modernes. Elle doit retrouver sa place originelle, celle d'un geste d'honneur et non de pouvoir. Dans une époque marquée par la quête d'égalité, il est important de défendre une vision de la dot qui élève la femme plutôt que de la servir. Maintenant, qu'est-ce que moi, personnellement, je pense de la dot? Moi, vous dites, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous savez que je suis mariée. Et est-ce que j'ai payé la dot est-ce que mon mari a payé la dot quand je me suis mariée? Eh bien, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, la partie 2 de cette vidéo, vous découvrirez. Je vous dirai qu'est-ce qu'il en est de ma part. Donc, abonnez-vous et veuillez partager cette vidéo parce que vous l'avez regardée jusqu'au bout, donc c'est que vous l'avez sûrement trouvée intéressante. Ce sera aussi sûrement intéressante et utile pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Que pensez-vous de la dot? Faut-il la payer, oui ou non? Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci encore et à bientôt. On se verra à ma prochaine vidéo où je vais vous révéler ce que j'ai fait en ce qui concerne la dot. Bye!